Gauthier Boucher, je représente Marine Le Pen, le Rassemblement National. Je suis très heureux de l'invitation qui est faite par l'Association des étudiants en sciences politiques de Nantes. Très heureux par avance de cet échange d'idées sur l'élection présidentielle. Échéance décisive entre toutes. J'espère qu'à l'écoute des différents intervenants, eh bien, vous pourrez peut-être mieux vous forger une idée sur les programmes respectifs de chacun et comment, en conscience, les 10 et 24 avril prochains, vous prononcerez dans le secret de l'isolement. Pardon, s'il vous plaît, on demande le respect de chacun. Chacun ses idées, chacun ses opinions. Si vous ne les partagez pas, vous sortez, s'il vous plaît. C'est particulièrement malin. Je comprends que tu partages pas tes idées, par contre, on demande que tu sortes, s'il te plaît. Nous sommes en démocratie, chacun a le droit de s'expliquer. C'est demain, on demande de sortir. À partir du moment où ce sont des nazis. Les nazis, et puis quoi? Et qu'était Jean-Marie Le Pen, monsieur? Écoutez, monsieur, Qu'était Jean-Marie Le Pen? on ne va pas faire dans le pathos. Hein. Mais je crois que dans la famille, on a plus souffert de l'abrogation du décret Crémieux que dans la vôtre. Ma mère est née en 1943, elle est née apatride, monsieur. J'en ai rien à foutre. Concernant notre vision de l'Europe, nous avons, je pense, deux options qui sont fondamentalement différentes. Vous êtes seul, on est tous... Si, monsieur, si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, sortez, sinon on pourra Si vous ne voulez sortir. pas écouter, vous êtes libre de sortir, mais nous, on aimerait bien écouter. Donc vous êtes tout seul ici à faire chier tout le monde. Donc s'il vous plaît, dehors. On écoute tout le monde, on écoute les socialistes, on écoute les écolos, on écoute tout le monde, nous, parce qu'on est démocratique. Si vous ne voulez pas la démocratie, vous Et sortez. qui sont les fascistes? Ceux qui empêchent de parler? Ceux qui empêchent le débat sont les fascistes. Les fascistes sont ceux qui empêchent le débat. D'accord? Vous êtes la fasciste. Et voilà. Allez, c'est l'extrême gauche. Avec le pass sanitaire, on a vu passer sanitaire, on voit passer. Hop. Hop. J'étais en train d'expliquer, juste avant que nous soyons interrompus, qu'à mon avis, il y a deux visions antagonistes de la construction européenne à horizon 2027. Nous avons entendu, les précédents intervenants ont notamment évoqué le thème d'une éventuelle souveraineté européenne, ou au contraire de la souveraineté respective des peuples de chaque État-nation composant l'Union européenne. Il a également, je crois, été évoqué la notion d'Europe-puissance, ou bien d'une Europe qui serait, encore une fois, une somme d'États-nations avec parfois, et je le crois souvent, des intérêts contradictoires. Bon, pour vous le dire nettement, je ne crois pas qu'il soit possible de construire une Europe-puissance avec des intérêts qui seraient unanimement partagés. Parce que même si nous sommes une Union européenne, nous demeurons malgré tout des États-nations avec... D'ailleurs, nous ne sommes pas tous des États-nations. Il y a des États qui sont plus qui intègrent plusieurs peuples en eux-mêmes. Mais nous sommes des États avec des identités, des histoires, des cultures différentes et qui souvent ont été conflictuelles les unes vis-à-vis des autres. Nous formons une Union européenne présentement en 2022 et depuis le processus de construction européenne tel qu'il est établi depuis le traité de Rome de 1957. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, je le crois, une Europe qui est plutôt Europe du Sud, latine, une Europe plutôt germanique, et je ne sais pas comment d'ailleurs s'intègre le Royaume-Uni là-dedans. Est-ce qu'il est dans cette Europe ou en dehors de cette Europe? Bon, je ne crois pas que l'on puisse faire une Europe-puissance au seuil du XXIe siècle, même si il y aura à la fin de ce siècle, dans le siècle qui viendra, de grands pôles de puissance qui déjà existent avec les États-Unis qui sans doute auront décliné, une Chine qui deviendra
je le pense, dans les années 2030, la première puissance économique, l'Inde qui sera le pays le plus peuplé. La logique voudrait que nous soyons une Europe puissance dans ce cas-là. Mais je ne pense pas que ce soit possible, car nous avons, encore une fois, cette contradiction de nos intérêts nationaux qui ne coïncident pas toujours les uns vis-à-vis des autres. Ce que je dis, bien sûr, ne concerne pas les très grands projets, les très grandes synergies, notamment industrielles, et je pense en particulier au spatial. Là, pour le coup, il y aurait, je pense, il serait pertinent d'agir, et nous agissons d'ores et déjà depuis des décennies avec l'Agence spatiale européenne, à un échelon européen, parce qu'il faut peser face principalement à la Russie, Roscosmos, et à la NASA et à l'agence chinoise. Mais au fond, je crois que ceux qui sont majoritairement centristes et libéraux nous parlent aujourd'hui d'Europe puissance, nous parlent de souveraineté européenne, méconnaissent profondément ce qu'est l'histoire de l'Europe et donc son avenir. Parce que si l'on veut penser et préparer l'avenir de l'Europe, encore faut-il connaître sa géographie, son histoire. Je crois que la triste actualité de ces derniers jours, depuis l'agression de M. Poutine et son invasion de l'Ukraine, nous rappelle combien il est important de connaître son histoire, de connaître sa géographie pour préparer l'avenir. Cela nous rappelle également combien les notions de frontières, les notions de souveraineté sont importantes et seront décisives dans les décennies à venir, quels que puissent être certains discours nous indiquant la fin des souverainetés, la fin des frontières. Je ne crois pas, pour ma part, qu'il existe une souveraineté européenne. Parce que pour qu'il existe une souveraineté européenne, il faudrait bien sûr qu'il y ait un peuple européen unique, qui n'existe aucunement. Nous sommes des peuples, encore une fois, différents par nos identités, nos cultures, notre histoire, nos langues. Nous n'avons pas forcément des intérêts communs. Aussi, l'Europe que je souhaite à long terme, j'ai parlé du seuil de ce siècle, ça peut paraître un peu abstrait, mais concrètement, à court terme, en 2027, ce sera une Europe qui quitte la logique de la supranationalité, qui quitte la logique de choses qui se décident à l'unanimité, à 27. Il nous faut, je pense, revenir à une Europe de concertation entre un petit nombre d'États-nations sur un certain nombre de projets. Il ne faut pas que l'Europe s'élargisse à tout crin. Je suis pour ma part défavorable, cela ne surprendra personne, je pense, à l'élargissement de l'Union européenne, à la Turquie, et je suis désolé de le dire, je suis également défavorable à l'élargissement à l'Ukraine, quelle que puisse être l'émotion que nous ressentons en voyant les images à la télévision de l'invasion de l'Ukraine. Je suis défavorable à cela. Je pense qu'il faut garder une Europe à 27 qui est déjà suffisamment difficile à gérer. Nous sommes pour notre part très attachés à un triptyque assez simple à comprendre et qui préexistait avant les dernières grandes lois, MAPTA de 2013, l'autre en 2015, etc. C'est le triptyque, en allant du haut vers le bas, État, département, commune. Nous sommes naturellement en faveur d'un État stratège et aménageur, un État qui impulse l'aménagement territorial. Nous sommes assez réticents vis-à-vis des derniers développements de la décentralisation. Il n'a pas été évoqué dans ce débat, par exemple, ce qui est devenu la loi 3DS, ancienne loi 4D, avec la possibilité, vous le savez peut-être, d'une différenciation des collectivités entre elles, d'un droit à l'expérimentation pour ces collectivités, avec en somme des compétences à la carte pour ces collectivités. Ce n'est pas tout à fait notre vision de l'aménagement territorial. Nous sommes très attachés à l'égalité territoriale en métropole et en outre-mer. S'agissant de l'outre-mer, d'ailleurs, nous sommes horrifiés quand nous entendons l'Union européenne nous expliquer que l'outre-mer serait les territoires d'outre-mer seraient des régions ultra-périphériques. Ce n'est pas notre conception. Nous sommes donc attachés à l'égalité territoriale en métropole, en outre-mer,
Et à cet égard, lorsque nous observons les développements qui sont ceux depuis la loi MAPTAM de 2013 et 2014, vous le savez, cette création d'une douzaine de métropoles en France, et qui est censée, nous explique-t-on, contribuer à vitaliser les territoires, à les dynamiser sur le plan économique, sur le plan culturel. Non, nous avons davantage l'impression que cette loi MAPTAM et cette métropolisation à laquelle elle concourt sont plutôt de nature, certes, à renforcer les métropoles, à les ancrer dans la mondialisation en quelque sorte, mais cela concourt surtout à appauvrir, à assécher tout ce qui n'est pas dans cette douzaine de métropoles. Tout ce qui est naturellement la ruralité, les territoires périurbains. Nous sommes donc très réticents vis-à-vis de la loi MAPTAM, et nous abrogerons purement et simplement cette loi MAPTAM pour revenir à des métropoles qui seraient davantage des métropoles d'équilibre, au sens où elles ont été initialement pensées au début des années 1970 par Olivier Guichard, c'est-à-dire à partir des chefs-lieux, des capitales régionales, faire des métropoles qui n'oublient pas les territoires ruraux qui les entourent, qui n'oublient pas qu'il est important d'avoir des industries dans la ruralité, qui n'oublient pas qu'il est important d'avoir des services publics, des équipements privés dans les villes moyennes, dans les chefs-lieux de canton. Nous ne sommes pas pour une France qui, en 2050, serait... Alors, ça ne serait plus Paris et le désert français, pour reprendre les propos de M. Gravier en 1947. Peut-être avez-vous lu ce livre assez pionnier sur la question de l'aménagement territorial. Paris et le désert français. Ce ne serait plus Paris et le désert français, mais les métropoles et le désert français, ça ne nous intéresse pas beaucoup plus. Nous voulons qu'il y ait de la vie économique, culturel, qu'il y ait un tissu de vie dans l'ensemble des communes françaises, des communes rurales, comme des chefs-lieux de canton, comme des chefs-lieux de département. Et nous sommes attachés à ce que les départements demeurent. C'est un débat qui n'existe plus tellement en ce moment, mais on avait, rappelez-vous, durant les années 2010, on avait cette petite musique à droite et aussi à gauche, est-ce qu'on ne ferait pas une fusion des départements et des régions? Monsieur Sarkozy avait proposé, rappelez-vous, c'était je crois en 2009 ou 2010, un conseiller territorial, une fusion des conseils, des anciens conseils généraux, actuels conseils départementaux et des conseils régionaux. On était en train de nous expliquer que le département, qui est tout de même un legs de la Révolution française, bien que factuellement les départements aient été créés sous la monarchie constitutionnelle en 1790, enfin, le département, c'est tout de même un legs de la Révolution française. C'est tout de même un symbole de la République française. On nous expliquait que les départements, ça n'était plus si important qu'il fallait passer à des méga-régions dont nous ne voyons pas très bien l'identité pour certaines. Eh bien, pour résumer en quelques mots notre vision, nous sommes encore une fois attachés au triptyque commune, département, État. Je ne pense pas que l'on puisse techniquement démanteler les 13 nouvelles régions, ni même qu'il soit politiquement souhaitable de le faire. Mais il serait sans doute nécessaire que ces régions perdent un certain nombre de leurs compétences et que les départements, au contraire, en gagnent, qu'ils soient renforcés dans leurs compétences actuelles d'action sanitaire et sociale, qu'ils gagnent des compétences pour qu'ils redeviennent ces échelons de proximité qu'ils n'auraient au fond jamais dû cesser d'être. Merci beaucoup pour votre... Juste avant de venir sur l'avenir de l'université, quelques mots sur les conditions de vie étudiante qui ont été évoquées par différents représentants de candidats. Je suis d'avis qu'il faut faire un effort significatif dans la construction de logements étudiants. Nous proposons pour notre part la construction de 100 000 logements entre 2022 et 2027, parce que nous voyons bien, notamment dans les plus grandes villes, et Nantes n'est pas épargnée, la prolifération d'un certain nombre de logements avec des loyers très élevés qui ne sont pas toujours des logements adaptés à la vie étudiante.
ça ne participe pas naturellement d'un bon cadre d'études, ça ne participe pas d'une réussite de ces études. Je ne suis pas pour ma part favorable à un revenu de base ou un revenu universel. Je pense que c'est une fausse bonne idée. À vrai dire, je ne sais même pas si c'est une bonne idée, je ne pense pas. Je suis tout à fait défavorable à cela. L'avenir de l'université française, c'est, je pense, ne pas concevoir qu'à la sortie du baccalauréat, on doit automatiquement être versé dans des études à l'université. Bien sûr, c'est une chance d'aller à l'université, mais tous les élèves du secondaire ne sont pas nécessairement faits pour cela, je pense. Quand nous voyons le taux d'échec dans un certain nombre de filières, en première année de licence, ça peut aller jusqu'à 60% dans certaines filières, ça pose, je crois, la question de la pertinence de ce modèle où, à la sortie du bac, on a tendance, comme ça, à aller à la fac un petit peu au hasard dans certaines filières, sciences humaines, sciences sociales, psycho, on y va un petit peu pour regarder, et puis on n'a pas toujours les débouchés qui sont au bout de ces attentes, qui sont donc des attentes un peu déçues. Je pense que tous les élèves ne sont pas faits pour aller à la fac, encore une fois. Certains élèves peuvent très bien être des apprentis très tôt, mais la question de l'apprentissage, à mon avis, mérite d'être posée à partir de 14 ans, pour ceux qui le souhaitent. Je suis pour ma part pour une hausse des crédits d'apprentissage, un chèque apprentissage, comme ce que nous proposions aux élections régionales, lorsque la région des Pays de la Loire gérait encore l'apprentissage. Nous proposions, par exemple, un doublement de la prime d'apprentissage. C'était, je pense, une bonne mesure pour permettre un développement de l'apprentissage. Et puis, concernant l'université, je suis toujours un peu surpris de cette tendance qu'il y a à vouloir la calquer sur un certain nombre de modèles qui ne sont pas forcément des modèles français, qui ne sont pas forcément des modèles de la méritocratie française, et notamment les calquer sur un certain nombre de modèles américains. Mais ce que je dis sur l'université, ça peut valoir pour d'autres choses. Quand je pense par exemple à certains concours administratifs, l'ENA, pour ne pas le citer, qui a rendu optionnel l'histoire et qui rend obligatoire l'anglais, et qui, je crois, a une option de management. Bon, ça pose une certaine vision de ce que sont devenus nos concours administratifs, de ce qu'est devenue la méritocratie républicaine. Ça n'est pas ma vision des choses, et il me semble que si l'on voulait détruire la notion même de méritocratie et créer de la technocratie, on ne s'y prendrait pas autrement. Voilà, je pense que ça ne surprendra personne. L'université doit être un sanctuaire pour l'enseignement et qu'elle doit être, je ne vais pas dire dépolitisée, mais la politique n'a pas vraiment sa place. Et les interventions un peu, comment dirais-je, intempestives de tout à l'heure tendent à me conforter dans mon idée que la politique n'a pas sa place à l'université. Personnellement, je n'ai jamais fait de politique à l'université. Voilà. Alors, peut-être que mon analyse ne sera pas partagée. L'université, comme l'école, sont faits pour apprendre et pas pour militer et pas pour... voilà, c'est pas le projet. Voilà quelques éléments sur l'université française et plus généralement l'enseignement supérieur. Naturellement, nous sommes pour une réduction drastique de ces flux migratoires, de l'ordre de 80%, en tout cas pour la France, de l'ordre de 90%. Et nous sommes également pour revoir Frontex, dont nous constatons depuis des années l'inefficacité. Et nous sommes assez sceptiques sur le fait que l'Europe serait, selon certaines formations politiques adverses des nôtres, une Europe forteresse. Nous constatons plutôt qu'il s'agit d'une Europe passoire. Enfin, quand on voit un certain nombre de crises qu'il y a eu durant les années 2010, après la guerre civile en Libye, après la guerre civile en Syrie, et l'arrivée d'un certain nombre de flux migratoires qui
qui ont été accueillis anarchiquement, qu'on nous a imposés. Bon, on ne peut pas considérer raisonnablement que l'Europe est une Europe forteresse. Il faut que ces flux se tarissent, et si nous voulons qu'il y ait demain des États africains qui soient autre chose que des États faillis, soumis à la puissance du néolibéralisme, soumis à la puissance de groupes pétroliers, soumis à la puissance de potentats, eh bien, il faut tout de même que ces populations puissent se développer chez elles, puissent électrifier leurs communes, puissent conserver des médecins, des ingénieurs, des services publics, une médecine, puissent conserver un embryon d'État. Et si constamment ces populations migrent vers l'Europe, vers des pays qui ont une protection sociale intéressante, non seulement nous considérons que cela nuira aux pays qui les accueillent, c'est-à-dire nous, mais cela nuira sans doute, et même, je pense encore plus, aux pays d'origine. Merci, monsieur. Oui, juste brièvement pour réagir à l'intervention du monsieur qui parlait à juste titre de son indignation sur le fait que le drapeau européen avait été suspendu, avait été placé sous l'arc de triomphe. C'est une indignation que je partage moi-même et qui, je crois, est celle de beaucoup de Français. Je suis persuadé que c'était la chose à ne pas faire. Je suis moins persuadé, en revanche, du bilan de la Commission nationale du débat public, du bilan du grand débat qu'il y a eu en 2019. Je suis assez peu persuadé du fait que les pouvoirs publics aient réellement entendu et réellement lu ce qu'il y avait dans les centaines de milliers de cahiers de doléances qui ont été écrits, disposés, présentés lors des débats publics dans les mairies. Lorsque nous voyons un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés sur les ronds-points en 2018-2019, ces problèmes ont-ils réellement été résolus sous le quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce que nous payons aujourd'hui une énergie, et très prosaïquement, est-ce que lorsque nous mettons, lorsque nous faisons notre plein d'essence, est-ce que notre essence est moins chère aujourd'hui? Alors on peut penser que c'est un petit enjeu. Tout à l'heure on parlait de politique internationale, et là on parle de prix à la pompe. Ce ne sont pas des enjeux qui sont dissociés. Les enjeux du quotidien et les enjeux plus régaliens, internationaux. Ça signe tout de même, chez Emmanuel Macron, une conception du peuple français qui laisse entendre, me semble-t-il, qu'il n'aime pas véritablement ce peuple dont il est censé être le premier des représentants. Lorsqu'il lui fait un certain nombre de promesses, comme il l'a pu le laisser entendre lors du grand débat de 2018-2019, sur le coût de l'énergie, sur la cherté de la vie, sur l'accès pour tous aux services publics, sur l'égalité territoriale. Bon, que sont devenues ces promesses 3 ans après? Elles sont dans des cahiers de doléances qui, je le crois, symboliquement, et je n'ose pas dire physiquement, réellement, ont été mis à la peine. Voilà. Et les doléances des Français n'ont pas été entendues. Eh bien, les Français pourront souverainement en tirer les conséquences qu'ils souhaitent les 10 et 24 avril prochains. Merci.